On est ensemble en direct jusqu'à 16h30 ici à Intermat pour parler cette fois-ci d'électrification. Et oui, c'est l'autre défi, paraît-il, de la transition énergétique. Alors, est-ce que ça dépend des chantiers, de leur taille, du petit matériel? Est-ce qu'il y a des problèmes d'autonomie? Est-ce que tout ça se passe sur les gros chantiers? Pour qui est cette question? Eh bien, on va regarder ça de plus près avec nos invités. Flavien Leroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous voyez, j'étais tellement dissipée que j'en ai perdu mes feuilles. Donc, je suis obligée de rechercher. Vous êtes DG de Bomag, Bomag fait. France, hein, je précise. Oui. Également avec nous, alors je vais essayer de retrouver mes affaires. Alors là, j'ai l'autre table. Vous voyez, on était en train... Alors, je suis perturbée aujourd'hui. Non, ça, c'était la demi-heure précédente. Bon, ben voilà, il fallait que ça arrive. Vous voyez, il y a tellement de choses sur la table que je me suis perdue. Alors, Fabrice Blanc est également avec nous, Bonjour. directeur matériel chez Eiffage et Génie Civil, hein, je à précise. fait. Ça y est, je me suis retrouvée. Olivier Collot est également avec nous. C'est bien pour moi, bonjour. Pilotou, bonjour. Et Davy Guilmard, on était en train de plaisanter en fait, c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu mes moyens. Président de Volvo France, Volvo CE France, je précise. Merci à tous bonjour. d'être avec nous. Je vais commencer par le client final, si vous le voulez bien, et on va remonter la chaîne. Parce que vous dites, on a la trajectoire, on a deux problématiques finalement pour généraliser l'utilisation de ces engins électrifiés. Le premier, me semble-t-il, c'est celui de l'autonomie. C'est-à-dire, Effectivement, l'autonomie, c'est la première question qu'on peut se poser quand on cherche à renouveler un matériel et à prendre une énergie alternative. C'est avec ce que je vais avoir comme autonomie de capacité sur ma machine, est-ce que je suis capable de faire un poste de travail ou pas? C'est le premier point, parce que si l'on n'est pas capable de faire le poste de travail, va se poser une deuxième problématique immédiate derrière, qui va être toute la partie supply chain. Donc si on est sur l'électricité, comment est-ce qu'on recharge? comment est-ce qu'on recharge? Ça veut dire qu'on est en train de se poser ces questions-là quand on est en train de construire un chantier. On se dit, oui, j'ai des choses qui sont en train de changer. J'ai des choses qui sont en train d'évoluer sur mes chantiers, mais demain, peut-être que je vais être obligée de m'adapter à d'autres modèles. Tout à fait, tout à fait. Ça, on en est bien persuadé. Ça fait partie des objectifs qu'on peut avoir chez Eiffage au niveau de la décarbonation. Donc on sait très bien que si on ne va pas sur ces sujets-là, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Et c'est normal qu'on y aille. Il faut bien qu'on assume notre responsabilité sociétale sur le sujet. Par contre, notre travail premier, c'est de faire un poste de travail. Alors même si aujourd'hui on dit c'est 7 heures, c'est plus 8 heures, mais ça reste quand même 7 heures. Si on n'a pas la capacité de faire 7 heures avec l'autonomie embarquée dans la machine, comment est-ce que je fais pour, durant la pause de midi, par exemple, pouvoir ravitailler? Et puis même une fois que j'ai fait mes 7 heures, comment est-ce que je fais durant la pause de la nuit ou du jour, suivant qu'on a travaillé de jour ou de nuit? Comment est-ce que je fais pour recharger ma machine, pour attaquer mon poste d'après, de la journée d'après? Je parlais tout à l'heure de la taille des chantiers. C'est pas la même chose si on est sur un petit chantier, sur un très gros chantier. Alors Le vrai problème, c'est l'intermédiaire finalement. Pour moi, le vrai problème, c'est plus les petits chantiers et les moyens chantiers que les très gros. Oui. Parce que les très gros, on peut être capable d'arriver à mettre en place une infrastructure de recharge par le biais d'Enedis, on va dire, pour ne pas les nommer. Donc on a le temps de préparer, on a pu faire une installation, on met des bornes de recharge, les machines restent sur site, etc. Là, le chantier moyen, alors peut-être plus dans le domaine routier, mais c'est 3 jours. Comment je fais mes 3 jours? Parce que je fais 3 jours ici, puis 3 jours après ailleurs, et 3 jours encore après ailleurs. Donc j'ai pas le temps de faire mettre en place des structures de recharge. Donc forcément, c'est l'énergie qu'il faut apporter à la machine qui sera sur place, ou aux machines qui seront sur place. Cette question de l'autonomie, j'imagine qu'elle s'adresse à tous finalement. Elle s'adresse aussi aux loueurs, parce qu'il faut avoir les machines qui tiennent la charge pour pouvoir les proposer et pour pouvoir adresser les clients. Oui, absolument. Ouais, les loueurs ont un rôle important à jouer dans la décarbonation. Déjà parce que les loueurs détiennent une part de plus en plus importante du parc de matériel qui est utilisé sur les chantiers. Et d'autre part, puisque on offre à nos clients la possibilité de décarboner
en louant. Le simple fait de louer permet d'avoir un matériel qui est plus utilisé, mieux mutualisé entre les loueurs et donc de réduire son empreinte carbone. On considère qu'un matériel loué, c'est 2 fois moins d'émissions de CO2 qu'un matériel possédé. Et dernier argument, c'est que les loueurs, et c'est le cas de Kiloutou notamment, contribuent à verdir leur parc. Kiloutou investit à peu près réalise un tiers de ses investissements dans du matériel bas carbone. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'électrique, ce qui permet d'aller plus loin dans la trajectoire de la décarbonation. Ça veut dire, Flavien Leroy, qu'il faut inventer d'autres modèles, si j'entends bien. On est en train de se projeter. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est du provisoire. Il va falloir penser autrement le ravitaillement, l'arrivée sur les chantiers. Ouais, tout à fait. Nous, côté constructeur, ce qu'on vise à faire, c'est de pouvoir avoir des machines opérationnelles sur une journée de travail complète pour assurer les activités. Sur le matériel très léger, on a des batteries interchangeables, donc on peut prévoir des quantités de batteries suffisantes pour gérer une journée de travail. Après, ce que disait Fabrice, sur le chantier en lui-même, l'arrivée d'électricité, c'est compliqué. Même si vous êtes en milieu urbain, brancher un engin de TP sur une borne de recharge automobile, ça ne se fait pas. Donc, il y a de l'électricité autour de nous, mais elle est difficile d'accès. Après, la solution qu'on a, c'est les grandes banques de recharge, donc ces espèces de containers avec des grandes batteries qui peuvent se louer ou s'acheter. Mais là, c'est pareil, il y a des frais à mettre en place, c'est une logistique, il faut faire des rotations. Et ces grandes batteries, on peut connecter tout le matériel électrique disponible sur le chantier. Mais pardonnez-moi, il me semble qu'il y avait quand même des idées reçues sur les engins électriques. Ça veut dire qu'il faut aussi peut-être tordre le cou à quelques idées reçues. Il y a de la pédagogie sur à leur faire. Performance, sur la fiabilité. Oui, alors on a fait des essais grandeur nature avec Faya, toutes les sociétés du groupe. On a mis toutes les machines électriques sur des chantiers d'une journée. Du chantier urbain en Ile-de-France avec de la box de Secmer, des finisseurs de Dynapac et des rouleaux de Baumag. Et la première conclusion tirée, c'est qu'on a fait un chantier tout à fait normal avec aucune restriction liée à l'autonomie. Et ça, c'était une force et un point qu'on a pu marquer de convaincre que cela fonctionne de manière tout à fait simple. Au niveau de l'autonomie, 0 CO2. Et le point de l'électrique aussi qui est intéressant, on n'a pas trop parlé, c'est la nuisance sonore. Vous n'avez pas de bruit. Donc pour la santé des collaborateurs sur le chantier, c'est un énorme plus. Et quand vous êtes en milieu urbain, vous avez des riverains, des hôpitaux, des écoles. Vous n'avez pas de nuisance dans la sonore. C'est de la première pollution, la pollution sonore. En tout cas, c'est celle qui apparaît. Il y a aussi d'autres avantages au CO2. Il y a le bruit et voilà, la mise en place de l'énergie. Il y a des solutions, il y a des infrastructures et des logistiques à mettre en place. Mais c'est possible. Je voudrais qu'on revienne sur la question de l'autonomie avec vous, Davy. J'imagine que quand on est Volvo, quand on est le constructeur, on cherche évidemment à l'adresser. On en est où sur les machines? On a déjà fait ce bond en avant ou c'est encore pour l'instant encore à l'état expérimental? Non, alors vous avez raison, quand on est Volvo, on a cette responsabilité aussi en tant que marque et pas que sur la partie TP. Mais on a la chance d'avoir une multitude d'activités. Les bus, les camions, qui sont clairement en avance de phase vis-à-vis du monde du TP. Le bus, en gros, c'est 70% des bus sur certaines villes qui sont d'ores et déjà électrifiés. Et donc ces enjeux autour de la recharge dont on évoquait tout à l'heure et donc de l'usage du bus ont déjà été résolus entre l'usage et la recharge. Le camion, c'est en gros 2 ans d'avance vis-à-vis de notre secteur d'activité. On voit clairement que l'ensemble des usages autour du camion, que ce soit de la distribution ultra locale, régionale et aussi le milieu de la construction, est clairement en train de se mettre en mouvement. Alors avec une énorme facilité, c'est que le bus et le camion vont à la recharge. Ce que l'on doit aujourd'hui régler dans notre métier, c'est amener l'énergie à nos machines, parce que comme elles sont non roulantes sur route, et donc c'est l'énergie qui doit arriver jusque-là. Donc autonomie, problème numéro 1, avitaillement des machines, problème numéro 2. Exactement, en fait l'autonomie et la recharge sont extrêmement liées, parce qu'à la limite l'autonomie dépend de l'usage. Quelquefois, la même machine va faire 8 heures de travail et la même machine avec la même configuration de batterie ne va faire que 2 heures parce que l'utilisation va faire que la batterie va énormément se décharger. Et en fait, la question que l'on a derrière, c'est quelle solution de recharge et comment est-ce que cette solution de recharge peut s'intégrer à l'intérieur de l'usage de nos clients. Alors, je vous retourne la question. Comment on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a en magasin, si j'ose dire, pour réussir à régler cette question-là?
Est-ce qu'on a des solutions qui commencent à se dessiner? Oui, bien sûr. Alors effectivement, sur la partie électrique, en ce qui concerne Volvo, on est rentré sur les petites machines avec des usages plus faibles. Et effectivement, les premières solutions ont été, comme le disait Olivier, la notion de location, le partage de la machine et sur des utilisations plutôt faibles, de faire en sorte de faire adopter cette utilisation de la machine électrique à nos clients. Et puis après, l'enjeu dans lequel on est, c'est créer, comme sur votre téléphone portable, des power banks, des recharges qui vont vers les machines pour faire en sorte que l'on puisse adapter le moment de recharge à l'usage dans le chantier. Je vous voyais réagir. Les powerbanks, c'est effectivement quelque chose qui répond en partie aux besoins. Tout à fait, oui, ça répond complètement, enfin, ça peut répondre complètement au problème, sachant que quand on parle de powerbank, forcément, on va se créer un autre problème. C'est le powerbank, il faut l'amener sur le chantier, il faut le reprendre du chantier, il faut le ramener à un point de rechargement. Donc quand on est sur Davy, tu as raison, quand on est sur les petits matériels, on y arrive, parce qu'on est sur des puissances installées et des puissances utilisées chaque jour qui ne sont pas importantes. Par contre, quand on va commencer à arriver sur la EC230 par exemple, on a 250 kW à recharger, 250 kWh à recharger. Là, les powerbanks deviennent un petit peu plus conséquents et on se retrouve sur une vraie logistique qui devient problématique. Donc cette problématique de recharger est vraiment pour moi le deuxième, on parlait tout à l'heure de l'autonomie, je pense que le deuxième vrai problème, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à terme à recharger nos machines sur nos chantiers et éventuellement sans faire de la manipulation complémentaire sur je fais des allers-retours avec des powerbanks. Parce que je fais des allers-retours, là il y a des gens mal intentionnés qui vont dire ton camion qui transporte le powerbank c'est un Euro 6C ou c'est encore qu'un Euro 4 qui pollue énormément et puis qui fait du bruit, puisqu'on a parlé aussi de bruit et des particules, enfin voilà, donc il faut qu'on arrive vraiment à obtenir cette fluidité dans la supply chain. Vertueux. Dans la supply chain. Le sujet, donc ça reste aussi ce réseau, comment on le met finalement aux normes pour qu'il arrive à supporter cette surcharge électrique, parce que c'est bien ça au final. Alors, le réseau c'est une chose, pour moi le plus important c'est le poste de distribution. Parce que le réseau quelque part, à peu près partout, même ici en dessous, il passe les câbles qui vont bien. Par contre, faire installer un transformateur pour pouvoir mettre un accès à la recharge de la part d'Enedis, puisque c'est celui qui fait les installations et qui ne va pas commercialiser lui-même la plupart du temps d'ailleurs, ça c'est un vrai problème. Et sur un chantier de 3, 4, 5 jours, le temps qu'on fasse la demande d'une installation de borne, on est déjà parti. Et ça freine aujourd'hui l'utilisation ou la démocratisation de ces matériels électriques? Ça la freine, je ne sais pas, en tout cas ça la gêne. Oui, on est clairement dans ce moment, et comme Fabrice disait tout à l'heure, les chantiers les plus complexes, ce sont les chantiers courts. Ouais. C'est justement par rapport à ce sujet-là. Comment arriver à un chantier court qui, par définition, existe pour 3 jours, 5 jours, 10 jours, et après n'existe plus? Comment créer cette station de recharge de manière très rapide pour à la fois délivrer l'électricité et puis la facturer? Et c'est ces sujets-là sur lesquels on doit travailler avec Enedis. Alors, il y a un travail, je sais, qui est en cours aujourd'hui. Je sais que la Fédération des TP a pris le problème à sa charge. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont droit à des dérogations, ce sont les forains. Le forain a le droit d'avoir un coffret forain qui nécessite quasiment aucune demande. Il est facturé, il le paye, il n'y a pas de souci. Mais il a droit de s'installer sur le réseau n'importe où. Enedis le branche dans la journée, il le débranche 2 jours après. Et ça, il y a accès. Nous, aujourd'hui, on n'y a pas droit. Donc, à chaque fois, c'est une vraie création d'une installation. Et ça, c'est un vrai frein. Donc, j'espère que notre Fédé est bien en train d'avancer sur le sujet pour avancer là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça représente quoi, l'électrique pour vous, sur vos chantiers? Quelle est la part? Par exemple, chez Kiloutou, c'est quoi la part d'électrique que vous arrivez à allouer aux constructeurs? Aujourd'hui, quand on regarde les solutions bas carbone, c'est clair que c'est l'électrique qui est le plus avancé. C'est une solution qui répond aux besoins pour tous les matériels compacts. Donc c'est en dessous de 10 tonnes. Pour les matériels plus gros, là, les solutions sont moins évidentes aujourd'hui. Ça sera peut-être l'électrique, ça sera peut-être l'hydrogène. Là où on ne pourra pas décarboner, ça sera des biocarburants. Mais l'électrique déjà existe. On a des fabricants, enfin c'est le cas de Bomax, c'est le cas de Volvo et de beaucoup d'autres qui ont des solutions qui sont performantes, aussi performantes que le diesel, voire plus performantes. C'est-à-dire que ça, on l'a vérifié, on a un centre d'essai qui montre que ces solutions-là sont souvent
plus performante que le diesel. Et donc, qu'est-ce que ça représente ? Je disais tout à l'heure qu'un tiers de nos investissements en matériel motorisé se faisaient sur l'électrique. Donc, et cette part-là, elle était très faible il y a 5 ans. Donc, ça veut dire que ça grandit. Et cette part, elle a vocation à continuer. Ouais, vous parlez des investissements, mais Oui. est-ce qu'on vous les demande et est-ce que, pardon, je mets les pieds dans le plat, mais le prix, c'est forcément un petit peu plus cher. Est-ce que Mais mettons les pieds dans le plat tous ensemble. Je pense que je pense qu'il faut qu'on le fasse. Ouais, on va mettre les pieds et les mains, Fabrice. Tous ensemble. Non, ça coûte plus cher. si je ne le fais pas, Fabrice le fera de toute manière. Voilà, et je sais que Fabrice va le faire. Non, ça coûte plus cher. Ça coûte 2 à 3 fois plus cher. La même machine avec les mêmes caractéristiques techniques en électrique va coûter 2 à 3 fois plus cher que le thermique. Ça coûte plus cher parce que c'est des technologies qui sont moins matures, parce que la batterie coûte cher. On a tous en tête les exemples dans l'automobile où les premières automobiles, les premières voitures électriques étaient beaucoup plus chères. Maintenant, ça se nivelle et c'est là qu'on a besoin, je pense que la filière a besoin d'aide pour accompagner, accélérer cette transition pour résoudre l'équation économique. Ouais, je vous vois opiner du chef. Non, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Effectivement, nous, en tant que constructeurs, le ratio il est de 2 à 3 pour les machines électriques par rapport au thermique. Au niveau du coût, après, on a essayé d'avoir des approches de TCO, donc Total Cost Ownership, le coût à l'usage, donc combien ça coûte la machine à 5 ans. Alors l'électrique est bien mieux placé que le thermique, c'est vrai, mais même au bout de 5 ans, on n'arrive pas à compenser le surcoût lors de l'achat. Donc ça ne répond pas toujours pas à la question. Effectivement, une énième politique punitive et des obligations sur le thermique, ça paraît peu approprié. Et s'inspirer du modèle automobile, donc avec des bonus écologiques, soit à l'achat, soit lors de la conduite du chantier verte et vertueuse, d'avoir des primes, ça paraît plus approprié. Le problème, in fine, c'est qu'il y a quand même un coût et qu'il faut financer. Et nous, en tant qu'industriels, si on arrive à amorcer la pompe et à démarrer les volumes, nous, on a la capacité, avec des gains de productivité, de diminuer le coût des machines dans le temps et d'offrir des machines, peut-être pas encore au prix du thermique, mais en tout cas d'y tendre. Ouais, on est finalement dans des injonctions contradictoires. On nous demande de verdir et en même temps, il faudrait arriver à avoir des prix corrects. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à quand même mettre de l'électrique? C'est un choix, finalement, c'est politique aussi. Oui, c'est un choix politique. Au niveau des phages, on a quand même été on a même été le premier à avoir un premier camion plateau grue plus une mini-pelle Volvo. Merci Davy. Et effectivement, on était en avance, on a fait le choix, on savait que ça nous coûtait quelque chose, mais ça fait aussi partie de notre responsabilité. Ce que je disais tout à l'heure, au niveau sociétal, il faut bien qu'on soit à notre place et on y croit, donc on va essayer d'y être. Mais il est clair qu'il faut quand même qu'à un moment ou un autre, il y ait une incitation quelque part. Alors, je ne suis pas le premier, très loin de là, à dire mais que fait l'État et pourquoi est-ce que l'État ne met pas de subvention ? Ce n'est pas non plus mon sujet. Par contre, il faut quand même qu'à un moment ou un autre, il y ait une vraie volonté des pouvoirs publics, dans leur sens large, pour dire OK, on va vous aider parce que dans les notes de comparaison, par exemple, d'un appel d'offres, on va faire monter la part environnementale. Et ça ne peut être que le maître d'ouvrage qui le décide, c'est pas nous. Donc si on fait ça, forcément, ça va aider, ça va aller dans le bon sens. Davy ? Oui, non, je voulais rebondir, c'est exactement le sujet et c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'Intermat. Ce matin, la filière autour du BTP a signé un engagement pour aussi pouvoir faire bouger les pouvoirs publics sur deux aspects. Le premier, c'est comment aider la filière. Et quand je parle de filière, ce sont les clients utilisateurs, bâtiments, travaux publics, les loueurs qui sont ultra importants dans ce moment-là, et puis les constructeurs. Parce que les sujets des constructeurs ne sont pas des sujets français, ce sont des sujets mondiaux, avec des maturités de pays qui ne sont pas au même moment. Donc il y a déjà ça qu'on doit solutionner en tant que filière. Et puis après, il y a comment aussi donner du sens localement par des appels d'offres qui orientent aussi cette transition énergétique. Parce que tous autour de la table, si on oublie le principe du prix, on est tous convaincus. Et puis après, il y a la réalité économique qui vient, la réalité économique des chantiers, la réalité économique industrielle, etc. Et donc forcément, on ne peut pas le faire tout seul, aussi bonne soit la filière, sans avoir un vrai alignement avec les pouvoirs publics. Ça veut dire, si je vous suis bien, que si on veut démocratiser les usages, il va falloir peut-être davantage imposer dans les marchés publics, dans les cahiers des charges des chantiers, peut-être aller, qui sait, même peut-être légiférer pour que ça devienne un peu plus automatique. Il faut savoir que dans notre métier, 50% des donneurs d'ordre sont publics.
Donc ce qui veut dire qu'on doit forcément avoir un alignement sur ce sujet-là. Et on le voit encore une fois sur la partie automobile, sur la partie camion, ces sujets-là ont été traités autour des ZFE pour donner un axe, une orientation autour des utilisateurs et des zones d'utilisation, et puis après avec des principes de bonus-malus. Ce sujet-là, dans notre métier, n'est pas du tout clair dans notre filière. Je vous voyais réagir. Oui, je réagissais à ce que disait David sur l'approche en filière. Je pense qu'elle est plus que jamais utile. Alors là, on est à Intermat et c'est le bon endroit pour en parler, avec quelques industriels du secteur, dont FH, dont Volvo et quelques autres. On a créé une communauté qui regroupe les fabricants de matériel, les loueurs et les sociétés de construction. Pourquoi se mettre ensemble? Parce qu'on se rend bien compte depuis le début du débat, et puis ça fait quelques années que ça dure, qu'en fait on a besoin d'être alignés dans nos choix. C'est-à-dire que les fabricants fabriquent des matériels et ont des technologies qui permettent de décarboner, mais ces technologies ont besoin, et les matériels ont besoin d'être rachetés par des loueurs, et les loueurs, on investit dans ces machines qui vont ensuite être utilisées par les entreprises générales de construction de travaux publics. Donc on a besoin d'être alignés pour savoir quelles sont les technologies de l'avenir en fonction des usages, pour en connaître l'équation économique sur la durée, pour avoir des retours d'expérience également sur les chantiers. Et donc on a créé cette association qui regroupe aujourd'hui 10 membres fondateurs, mais qui a vocation à accueillir toutes les entreprises engagées pour déjà partager le savoir, avoir toutes les informations en amont des constructeurs et en aval des utilisateurs, s'aligner sur nos feuilles de route, avoir des retours d'expérience et être capable, avec l'aide des fédérations qui sont ici représentées, de porter la parole auprès des donneurs d'ordre gouvernementaux, enfin des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, on sent qu'il y a un sujet pouvoir public. Il y a un sujet de politique publique derrière, c'est clair. Ouais. S'il n'y a pas une incitation claire à aller dans cette direction-là, on va rester un petit peu bloqué à cause des coûts et toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment faut légiférer d'une manière ou d'une autre, soit la manière trop contraignante, c'est pas toujours la meilleure, mais inciter via des primes ou des choses comme ça. Voilà. Mais in fine, il y a un coût à la décarbonation et même si on parle des aides des politiques publiques, c'est le contribuable qui paye. Donc il faut aussi qu'on ait en tête que la décarbonation, l'électrification, elle a quand même un coût, en tout cas sur la phase de transition. Après, quand il y aura les volumes, on saura maîtriser les prix, on reviendra à des situations plus traditionnelles. Vous êtes d'accord? C'est la bonne solution, légiférer C'est la bonne solution. Il faut forcément qu'il y ait une aide. Parce que comme je disais tout à l'heure, même si on a été presque les premiers à faire le choix sur les matériels électriques pour avancer, pour faire quelque part le proof of concept qu'on peut faire dans tous ces matériels-là, on le fait. Mais si on doit le faire demain sur l'ensemble de nos chantiers et qu'il n'y a aucun avantage entre guillemets concurrentiel à le faire, on n'a plus aucun chantier et on meurt, quoi. Donc pour pouvoir faire le passage à l'échelle, il faut forcément aider le passage à l'échelle. Et si on veut qu'en plus, je pense, ça se multiplie de plus en plus, il faut vraiment accompagner, parce que certains grands groupes comme nous pourront le faire sur certains sujets, mais tout le reste ne le fera pas. Et si on ne fait pas ça, on n'arrivera jamais à la multiplication entre guillemets des pethes pains pour dire ça y est, tout le monde est passé à l'électrique. Alors tout le monde est passé à l'électrique. Si c'est la bonne solution. Ou tout le monde passera à l'électrique. Je regardais, il y a des rapports qui prédisent que justement les machines de construction électriques vont connaître une croissance économique, vous me direz si vous avez les mêmes chiffres que moi, de 38% sur 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé, que vous anticipez? Et je m'adresse évidemment aux constructeurs. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble bon? Qui nous rassure, parce que... Ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction? Oui, effectivement. D'ici à 2030, l'ensemble de la gamme de Volvo CE amènera une solution électrique. Ça ne veut pas dire que l'on aura toutes les machines qui auront une batterie. Mais toutes les machines auront des moteurs électriques. Et puis ensuite, c'est quelle électricité? Est-ce que ça sera une énergie du type électrique à câble? Parce que dans des usages, le câble est intéressant. Est-ce que ça sera au travers de l'hydrogène avec moteur à hydrogène ou pile à combustible qui crée de l'électricité, ou encore une fois des batteries comme on connaît aujourd'hui? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une centaine de modèles qui seront distribués. Ça ne veut pas dire uniquement en électrique, on aura des principes de double gamme, mais si je dois vous donner un chiffre, on prévoit en gros 30% de nos ventes d'ici à 2030 autour de ces solutions électriques. Donc 30-38%, c'est l'épaisseur du trait. Oui, probable, possible. Probable, souhaitable. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Il y a juste un point au niveau une contrainte industrielle, nous, c'est au niveau de la supply chain, au niveau des batteries.
Donc à date, on sait que 75% des terres rares et des batteries proviennent d'Asie et il y a une histoire de sécurisation des approvisionnements pour les industriels. On a tous souffert du Covid, on a vu le résultat, donc il y a une forme de souveraineté à développer. Alors, les pouvoirs publics, encore eux, la Commission européenne a mandaté donc, le CRMA, c'est le Critical Raw Material Act, pour pérenniser les terres rares et sécuriser les approvisionnements et avoir une forme de souveraineté minière. Le gouvernement a aussi mandaté le BRGM pour réexplorer nos fonds et nos sous-sols pour voir si on avait ces terres rares, les lithium, manganèse, cobalt et autres. Donc pour les industriels, on a cette notion-là à sécuriser. Et après, l'autre point, c'est à l'autre extrémité de la chaîne. Quand les matériels seront en fin de vie, on a ces batteries, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, il y a un sujet de recyclage aussi à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est plutôt à la marge, mais si on va vers ces 38%, on aura des gros volumes. Donc pareil, il y a ces batteries. Alors, il y a des process en cours de discussion sur du concassage des batteries avec la black mass et essayer d'obtenir une revalorisation de ces batteries. Mais là encore, il y a une filière industrielle à mettre en place. Donc si ça explose, côté industriel et toute la filière industrielle, on a pas mal de sujets à traiter. Croissance sur les chantiers Eiffage pour l'électrique à venir. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses. Pardon ? Croissance pour l'électrique sur les... Oui, je pense c'est que une des oui. solutions. Mais moi, j'en profite pour le redire, parce que je vous l'avais dit en préambule, et la supply chain de l'alimentation électrique, ça sera la base. Si on ne la fait pas, si on ne la développe pas, et là, pour le coup, on va retourner vers les pouvoirs publics, si l'État ne met pas en place les réseaux qui vont bien au bon endroit, avec les bons endroits, avec les bons postes de chargement et autres, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas multiplier à l'infini nos solutions électriques, c'est pas possible. Parce qu'on ne sera pas capable de le faire dans le cadre d'un chantier, parce qu'indépendamment du prix, pareil, je reviens à ce que j'ai dit en premier, si on n'est pas capable de faire one shift, la machine, elle n'est pas utile. Oui, puis tu dis ça pour l'électrique, mais on aura peu ou prou exactement les mêmes sujets autour de l'hydrogène dans quelques années. C'est pour toutes les énergies alternatives, on est bien d'accord. Effectivement, et c'est vrai qu'on parle peu du HVO, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le HVO, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera évidemment tout à l'heure. Mais c'est exactement le même sujet. Même problème. Je reviens sur comment amener l'énergie à côté, ou sur nos chantiers, que ce soit du HVO, l'électrique et demain l'hydrogène. Ça veut dire repenser avec Enedis, évidemment, tout le tracé pour arriver jusqu'au chantier. C'est ce qu'on dit tout le temps, quand on arrive avec le pétrole aujourd'hui dans une station-service, ça y est, on a fini la chaîne. Parce que chacun va avec sa voiture, sa moto, son camion, se charger. Quand on est à la station-service, nous, c'est pas fini. La machine de 50 tonnes de chez Volvo, elle ne va pas prendre la francilienne pour aller se charger à la station Total du coin. Donc il faut faire les kilomètres complémentaires pour aller au fond du trou, au fond du chantier, et qui n'est jamais le même en plus. Et c'est pour ça, oui, par rapport à ce que dit Fabrice et ce que disait David, c'est pour ça que ça va. La problématique qu'on a, elle va au-delà des entreprises que nous représentons et qui sont ici à Intermat. C'est un vrai sujet d'infrastructure en fait. Alors, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des pouvoirs publics. C'est pas uniquement pour dire on a besoin de subventions, c'est de se dire repensons, ou inventons un modèle qui est un vrai sujet d'infrastructure pour amener l'énergie, pour alimenter les machines, pour repenser l'approvisionnement de l'hydrogène. Donc c'est de l'infrastructure, c'est du temps long, c'est de la planification. Donc c'est un vrai sujet qui doit effectivement impliquer et les entreprises, et les pouvoirs publics, et les fédérations pour faire évoluer le système qu'on a et qui va continuer. C'est-à-dire qu'on aura besoin de matériel pour construire, pour rénover, pour entretenir, c'est très bien, mais vers une économie qui soit plus durable et qui soit plus souhaitable. Et ce qui est le plus important, c'est que cette infrastructure-là, elle ne peut pas arriver après. Elle n'est déjà pas avant, mais il ne faut pas qu'elle soit en retard, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on avance dans l'électrification notamment des matériels. On voit Bomag, on voit Volvo, on pourra en voir d'autres, ça se fait de plus en plus, mais on est presque déjà en retard sur les infrastructures de recharge. Et il ne faut surtout pas se dire qu'il faut que ça arrive après. Donc je vais peut-être reprendre ce que j'avais dit. J'ai premier point autonomie, deuxième point recharge. En fait, le premier point, ça va être infrastructure de recharge. Le vrai problème, il est là. On a bien retenu l'ordre infrastructure, autonomie, recharge et autonomie. Ce sont les trois problématiques, les trois freins en tout cas au développement aujourd'hui de cette électrification. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ici à Intermat. On va continuer évidemment à sillonner les allées et on va retrouver notre reporter Solène Boulan qui est avec Alexandre Matisse. Elle était déjà avec lui tout à l'heure, mais cette fois-ci, elle nous fait découvrir une toupie autonome. Oui, on se trouvait tout à l'heure
sur un stand de drive béton, self béton, et puis on va retrouver Alexandre Mathis que nous avons interrogé tout à l'heure. Rebonjour Alexandre. Rebonjour Solène. Directeur général de self béton, merci d'être à nouveau avec nous. Cette fois-ci on a une autre innovation qui n'est pas encore commercialisée derrière nous, c'est une e-self toupie, mais celle dont on va parler maintenant c'est la self toupie, celle qui est sur le marché. Qu'est-ce que c'est que cette self toupie? Alors tout à fait, déjà, merci de venir nous voir aujourd'hui pour présenter ce nouveau produit. Alors Self Toupie, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de transport de béton pour transporter des petites quantités de béton jusqu'à 2000 kg. En fait, l'idée, c'est la continuité entre un seul béton qui produit des petites quantités pour les ramener directement sur l'utilisation, sur son chantier. Ces deux machines peuvent être complémentaires. Elles le sont complètement, tout à fait. Alors Self Toupie, c'est ni plus ni moins qu'un gros camion toupie qu'on a miniaturisé sur une remorque 3,5 tonnes pour être tracté derrière une camionnette, un 4x4, un pick-up, voire un poids lourd, si vous voulez, qui permet à la fois de transporter du béton dans une toupie, donc qui est brassé, et également de malaxer du béton, c'est-à-dire de prendre un mélange sec et le réaliser entièrement sur chantier. Donc ça, c'est déjà sur le marché. Celle-ci est nouvelle. Qu'est-ce qui change par rapport à celle qui est déjà commercialisée? Alors, nous avons cédé à la mode de l'électrification. C'est bien. Voilà, nous avons ni plus ni moins remplacé le moteur thermique, le moteur à essence, par un ensemble moteur électrique et batterie qui permet d'avoir une notion un petit peu éco-responsable de la self-toupie. Voilà. Évidemment. Et donc ce moteur, il est juste ici. Tout à fait. Vous avez dans ce boîtier la partie motorisation plus la partie batterie qui permet de travailler pendant une journée entière sur batterie, de transporter ce béton. Alors c'est typiquement pratique dans les milieux urbains, par exemple, pour limiter l'impact sonore. Voilà. Aujourd'hui, je fais une petite démonstration si vous le souhaitez. Allez-y, on est chanceux. Voilà. Le moteur électrique est enclenché. Vous voyez, c'est quand même relativement silencieux. C'est vrai. L'ensemble entraîne un groupe hydraulique qui permet ensuite de faire tourner cette toupie et de transporter le béton directement jusqu'à son lieu d'utilisation. Combien de temps d'autonomie? Alors on peut travailler entre 8 et 9 heures par jour avec. La capacité c'est 2000 kg dans la toupie pour ne pas dépasser les 3,5 tonnes et donc ne pas avoir besoin d'un poids lourd pour transporter le béton. Voilà. Quels sont vos clients concrètement? Alors, la typologie des clients est très très vaste. Ça va des paysagistes, des entreprises qui font des travaux publics comme dans de petites quantités. Tout le monde n'a pas besoin d'utiliser 4, 5, 6, 8 mètres cubes de béton. Anecdote par exemple, on a également vendu cette toupie à une entreprise qui fait des monuments funéraires en Ardèche, qui a besoin de ça pour réaliser ses ouvrages directement dans les cimetières et donc de ne pas créer une nuisance particulière. Voilà. Vous avez une multitude de clients finalement. Exactement. Même des entreprises, des grands groupes nationaux de bâtiments et travaux publics utilisent des fois des petites quantités, ou bien souvent d'ailleurs des petites quantités de béton dans leur division travaux-services et donc sont utilisateurs de ce genre de machines. Est-ce que ça peut éviter d'utiliser des plus petites quantités? Favoriser. L'impact carbone, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, tirer une remorque derrière une camionnette pollue quand même beaucoup moins qu'utiliser un gros camion toupie qui va peser 20, 30 tonnes. L'accessibilité n'est pas la même. Avec ce genre de remorque, vous pouvez accéder directement dans les petites communes, sur des agglomérations plus petites, en ville ou autre. Voilà. Alors, cette toupie à moteur électrique, elle est aussi nominée pour les Innovation Awards 2024. C'est donc carton plein pour vous. C'est votre deuxième machine nominée. Pareil, c'est un vrai plaisir, évidemment, c'est un honneur. Puis on est content, on remarque qu'en France, on sait faire de l'innovation, ça sait être reconnu par des professionnels du secteur, et ça, on est très content. On espère avoir un prix, on verra ce soir. On croise les doigts pour vous à nouveau. Merci Alexandre d'avoir été. Merci Solène, on vous retrouve évidemment d'ici une petite demi-heure maintenant pour faire un premier bilan de cette première journée ici à Intermat. Et nous, on va continuer à parler, si vous le voulez bien, en plateau d'électrification. C'est vrai, vous le savez que c'est l'autre défi de la transition énergétique. On a évoqué la question il y a quelques minutes de l'autonomie des machines. On a commencé à effleurer évidemment l'autre problématique qui est celle de l'énergie sur les chantiers pour faire fonctionner les machines, bien sûr, mais aussi la base vie. Le marché commence à opérer, on l'a vu, ce tournant, mais on en est encore manifestement qu'au début du chemin. Alors, comment passer à la vitesse supérieure, si j'ose dire, et quels sont les retours des clients? On va en parler avec mes prochains invités. Patrick Bremer, bonjour. Bonjour. Directeur marketing de Mecalac France, merci d'être avec nous. Olivier Griset, bonjour. Bonjour. Directeur général Loxam Rental France, merci également d'être avec nous sur le plateau. Thibaut Tallieu, bonjour. Bonjour. Directeur marketing et communication d'EODEV. Je disais tout à l'heure, la décarbonation, c'est forcément le sujet majeur aujourd'hui pour tout le secteur. Et pour vous aussi,
Olivier Griset. Vous dites, nous, on veut réduire de moitié les émissions directes et 30% des émissions indirectes, je crois. Ça passe forcément par l'électrification ? Alors l'électrification est un levier majeur, bien sûr, pour atteindre cet objectif. Si on prend un bilan carbone d'un loueur comme l'Oxam, on va dire à peu près 2/3 de notre bilan carbone, 1, 2, 3, c'est les émissions de nos matériels sur les chantiers. Donc forcément, l'électrification d'un matériel contribue à réduire les émissions sur les chantiers de manière épaisse. L'Oxam, c'est à peu près 1 million de tonnes de CO2. C'est pour donner les ordres de grandeur. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Donc c'est quand même assez épais. Et pour nous, c'est un sujet évident dans notre stratégie et dans la transformation qu'on opère. En tant que loueur, on s'est engagé sur des feuilles de route. Notre feuille de route, d'ailleurs, a été validée par SBTi. Et donc, on investit massivement dans ces nouvelles machines. Donc, la question, effectivement, de l'électrification, elle est au cœur de notre stratégie RSE. Ouais, sans matériel en amont, évidemment, pas d'électrification. Donc, j'imagine que votre mission, c'est aussi d'aller stimuler, quelque part, l'innovation chez vos fournisseurs. La demande est là, en tout cas chez les clients. On vient vous dire je veux de l'électrique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industriels sur ce salon, mais l'un des sujets, si on veut accélérer, on sait faire des chantiers verts, ça c'est la bonne nouvelle. Des chantiers à faible émission, on sait démontrer qu'on peut faire, on va dire 60% de réduction sur un chantier, donc les 50% que j'évoque qui sont tout à fait atteignables, on le démontre. Ces chantiers, on en a un certain nombre. La question, c'est comment accélérer sur cette dynamique. Et là, effectivement, il faut stimuler la demande, parce que tout ça a un coût. On va parler de l'avitaillement énergétique. On va remplacer grosso modo une cuve à fuel par une PEC batterie, un groupe électrogène, parfois hydrogène. C'est des matériels en plus. Et puis, les matériels électriques coûtent objectivement plus cher pour tout un tas de raisons techniques et technologiques, parce que c'est des concentrés de technologie. Et donc, il y a un enjeu qui est de dire comment le client, le donneur d'ordre, on va l'aider à prendre cette décision, ce pas du chantier à faible émission. Et voilà, il y a plusieurs stratégies. On en voit au niveau européen. Il y a certains pays qui ont fait le choix de la contrainte, c'est-à-dire que vous ne rentrez plus dans une ville si vous avez des matériels diesel. C'est le cas par exemple de la Norvège. Vous avez des pays où le pollueur paye. C'est le cas par exemple aux Pays-Bas. Et vous avez l'autre mécanique qui est de dire je vous donne une carotte. En France, j'aurais tendance à dire d'un point de vue citoyen, on a essayé les 2 premiers sujets, il y a eu des débats politiques de fond, il faut peut-être aller vers la 3e option. La question est comment ? Alors la question est comment, mais en tout cas, vous l'avez dit, la demande est là. Comment vous l'adressez justement, Patrick Bremer ? Ça veut dire pouvoir déployer, j'imagine, des moyens en investissement pour continuer à alimenter les chantiers, mais tester aussi des modèles, les modèles de demain. Nous, on est vraiment parti de la problématique à résoudre. Et on l'a entendu dans les tables précédentes. L'autonomie, c'est une des principales problématiques à résoudre. C'est-à-dire, un chantier dure 8 heures, une journée de travail dure 8 heures, la machine doit travailler toute la journée. Ce n'est pas juste de la publicité où on le met 2 heures et après on le range. Donc on est vraiment parti de cette problématique-là et de dire, au fond, on doit résoudre une équation normalement insoluble. C'est-à-dire comment avoir une autonomie importante, donc beaucoup de batteries embarquées, mais quand même fournir un objet compact alors que les batteries prennent énormément de place. Parce que nous fabriquons des engins urbains et donc la première machine que nous avons sortie est vraiment une machine qui permet de travailler 8-10 heures complètement de façon transparente pour le chauffeur sans changer ses habitudes. Donc le credo de Mecalac était je travaille toute la journée, je recharge la nuit. Donc vraiment on part du besoin du client pour adresser la bonne offre. Comment travailler, comment embarquer suffisamment d'énergie pour pouvoir travailler toute une journée, parce qu'on va en reparler. La recharge, on peut recharger le temps de midi lorsque vous embarquez des faibles quantités d'énergie. Donc on a vu à la table précédente, pour des mini-pelles, pour des engins très compacts, ça peut marcher. Nous, on travaille sur des engins 10-12 tonnes déjà un peu plus imposants. La période de midi ne suffit pas à recharger. Donc la problématique, je dois travailler toute la journée et recharger la nuit. Donc vous avez dit, on s'est posé la question, vous y avez répondu. Comment vous faites alors pour arriver à recharger ? À faire en sorte que cette autonomie soit là sans qu'on ait besoin d'aller se brancher. C'est déjà un choix technologique. Dans les batteries lithium, il y a certaines technologies lithium, nous c'est le NMC, nickel, manganèse, cobalt, donc qui ont une très très forte densité d'énergie par rapport à d'autres solutions techniques, qui ont un coût aussi. Et ensuite, c'est par l'architecture. C'est-à-dire qu'on a vraiment façonné l'architecture autour de cette problématique-là pour pouvoir rester compact, mais assurer une autonomie. Je dirais une autonomie et un vieillissement aussi dans le temps. Parce qu'une autonomie au jour 1,
il faut aussi garantir cette autonomie 5 ans après, quand on connaît le vieillissement des batteries. Donc il y a eu énormément de travail là-dessus. Donc les batteries sont réchauffées, refroidies, et je pense qu'on est un des rares constructeurs à garantir cette autonomie dans le temps. Thibaut Tallieux, il n'y a pas manifestement, en tout cas pas pour l'instant, de solution miracle, mais plutôt une combinaison de solutions, y compris sur l'électrique. C'est ce que vous développez, je crois, de votre côté avec le GEH2, le groupe électrohydrogène zéro émission. Vous nous en parlez ? Oui, tout à fait. Alors peut-être d'abord vous dire quelques mots sur EODEV, parce que je pense que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, nous, la transition énergétique, elle est au cœur de la création de l'entreprise parce qu'on a 4 ans d'existence opérationnelle. Donc, on conçoit et on industrialise des groupes électrogène-hydrogène, comme vous avez dit, qui fonctionnent avec des batteries et des piles à combustible, dans le but de remplacer les générateurs diesel dans toutes leurs applications. Donc on a levé à peu près 100 millions d'euros au cours des dernières années auprès de grandes entreprises comme Accor, Toyota, CMA, CGM ou le groupe Monoyer qui expose ici et auprès de Venture Capital. On a la chance d'avoir parmi nos clients des loueurs dont l'Oxam. Nous, on s'est positionné sur ce créneau hydrogène justement parce qu'on a vu que les premières solutions qui arrivent et qui sont aujourd'hui matures sur le marché sont les packs batteries. Parce que ce pack batterie, ce BESS, une fois qu'il est vide, il va falloir soit le ramener à l'agence, soit trouver une solution pour le recharger sur site. On va éviter de les recharger avec des générateurs diesel, comme on a même pu le voir dans le domaine de la mobilité avec Tesla qui fait recharger ses voitures avec des groupes diesel. Donc nous, on va venir apporter cette énergie supplémentaire sur le chantier de façon décarbonée. Ce sont des machines qui n'émettent pas de CO2. On en parlera peut-être plus tard. Elles n'émettent pas non plus de particules fines, pas de NOx, et sont particulièrement silencieuses. C'est quoi? C'est des générateurs de secours, on peut le dire comme ça? Alors, ce sont des groupes électrogènes, donc ils ont une puissance de 100 kVA, donc on peut les utiliser à la fois en secours ou ce qu'on appelle en prime power, donc vraiment pour fournir l'énergie primaire sur un chantier, sur un grand événement. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, on va plutôt les utiliser en prime, parce que finalement, déjà une machine qui est en secours, dans un pays comme la France où on a un réseau qui est fiable, elle va très peu tourner, donc on va avoir peu d'heures sur l'année, et en plus on ne va pas décarboner grand-chose. Donc finalement, on se préfère se concentrer sur ces applications de prime, même si, par exemple, Air Liquide a des sites industriels secourus avec nos systèmes. C'est quelque chose que vous utilisez manifestement. C'est une demande qui est de plus en plus forte. On voit que les clients veulent ce genre de produit aujourd'hui. Alors en fait, on a ce type de solution dans l'éventail des possibles. Quand on veut recharger un matériel électrique sur chantier, on en débattait un peu tout à l'heure, on n'a pas toujours une prise de courant avec la capacité, on l'a même rarement. Donc en fait, il faut mettre soit des mécaniques de production locale en place, parce qu'effectivement, bouger des packs batteries, bouger des matériels, ça coûte très cher et ça peut avoir des bilans carbone un peu rédhibitoires. Donc l'idéal, c'est d'avoir une solution sur chantier. La réalité d'un chantier en France, dans le BTP, c'est que souvent on a au mieux une prise en 240 volts. Si le chantier est un peu long, type bâtiment, on est là pour 9 mois, 1 an, on va peut-être avoir un raccordement accordé par Enedis et RTE. Mais néanmoins, le cas le plus fréquent, c'est qu'on n'a pas la puissance. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de voir. Soit effectivement on produit à l'aide de genset, de groupes électrogènes, avec un vecteur bas carbone. C'est le cas effectivement de l'hydrogène. Alors dès lors qu'il est produit selon certains protocoles, bien sûr, parce que l'hydrogène, il y a aussi hydrogène et hydrogène. Il y a de l'hydrogène électrolysé issu du nucléaire, puis il y a de l'hydrogène ou de l'éolien, mais il y a aussi de l'hydrogène très carboné qui vient des raffineries. Donc il s'agit effectivement d'assurer une solution qui peut être aussi alors par du méthanol. Il y a plein de vecteurs qui existent aujourd'hui, le HVO, enfin, il y a toutes sortes de solutions. Le point étant que dès lors qu'on va aller chercher de la puissance ou plusieurs matériels, qui peuvent être des matériels compacts, l'un des sujets, c'est de recharger rapidement. Et la question, c'est là où sans doute on a, à date, de plus en plus, on en voit beaucoup sur le salon, des solutions. On a des containers qui peuvent aller jusqu'à 600 kW, ce qui est énorme. On se donne, donc on sait apporter de la puissance. On sait la brancher quand il y a même une prise de courant pour faire ce qu'on appelle un château d'eau, qui va permettre de ravitailler énergétiquement le chantier avec tous les matériels. Néanmoins, l'un des enjeux majeurs, pour moi, c'est le sujet de la recharge rapide. C'est-à-dire que, on parlait de Tesla, vous voyez ce qu'on a dans l'automobile sur une aire d'autoroute, où on va pouvoir recharger en 30 minutes 80% de sa Tesla. On ne l'a pas encore en mobilité sur un chantier. Et donc là, il y a des questions de protocole, il y a des questions, là je fais appel un peu à l'assistance d'industriels, qui est de dire comment on arrive à normaliser ces interfaces, qui sont des interfaces DC-DC un peu particulières, pour amener cette solution de recharge rapide sur les chantiers. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur ces solutions-là. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui pour y parvenir? Alors, c'est la disponibilité des points de recharge. C'est-à-dire notre solution,
est déjà prédisposé à cette recharge rapide. Et effectivement, ce qui construit l'infrastructure aujourd'hui, c'est que ces points de recharge rapide, en caricaturant, sont disponibles sur l'autoroute. Parce que c'est là où on va faire des grands trajets, on veut s'arrêter 30 minutes et puis repartir. En ville, ça reste, donc quand on parle de grande, c'est du 150 kW, enfin, en passant les détails techniques. En ville et dans les chantiers urbains, on n'a pas ces points, ça reste du 22 kW. Donc nous, on a dimensionné nos points d'entrée, on va dire, sur l'infrastructure existante. Donc l'infrastructure est fondamentale dans les solutions à mettre en œuvre. Vous prenez l'exemple de l'autoroute, mais pardon, je ne recharge pas ma voiture électrique comme je recharge Alors, en fait, ma machine, si. Alors si nous avons fait le choix, on parlait de protocole justement et d'ouverture, si chaque constructeur choisissait sa propre solution, vous imaginez l'enfer pour nos clients. Avant, il y avait un camion de gasoil qui tournait. Imaginez si maintenant il y a un camion d'hydrogène, un de gasoil, 5 voltages, prises différentes. Donc nous avons fait le choix chez Mecalac d'utiliser la prise type 2 automobile. Donc ça va être la même prise que vous avez dans toutes les bornes de recharge. On a la chance d'avoir du matériel compact qui peut se mettre en lieu et place. Après, effectivement, toute la question, est-ce que la place est libre le soir? À quel est le prix de l'abonnement? Mais notre matériel se charge en lieu et place. Donc soit avec la prise classique, soit directement prédisposé pour une recharge rapide. Le chaînon manquant reste l'infrastructure. Reste deux choses. Un, effectivement, les pouvoirs publics et d'avoir le caractère contraignant, parce que quelque part, quelqu'un doit payer à la fin, et d'avoir l'infrastructure qui suit. Alors, est-ce que je peux réagir? Génial, sauf que quand on recharge en 22 kg à 100 kg, ça met 5 heures. Et donc à la fin, quand on a plusieurs matériels avec un chantier vert bas carbone, ce qui pourrait être une promesse, il faut, vous voyez, X fois 22 kW si on veut recharger tout le monde dans la nuit. Oui. Donc je pense qu'on a un sujet, en tout cas nous, auquel on est confronté, c'est de dire dès lors qu'on fait un chantier bas carbone, il nous faut un château d'eau. Et ce château d'eau, il doit pouvoir ravitailler très rapidement, même de nuit, en fait, une série de matériels qui vont du compacteur à la mini-pelle, à la Mecalac. Voilà. Je vous vois acquiescer, Thibaut Tallieux. Il y a un vrai sujet, hein. On sent bien que voilà, c'est l'addition finalement des solutions qui vont se trouver sur le chantier qui va aussi poser problème. Donc il va falloir dimensionner aussi l'offre électrique en fonction des besoins. Exactement. Le dimensionnement d'ailleurs est aussi un bon sujet parce qu'on voit beaucoup dans certains secteurs, que ce soit l'événementiel ou la construction, beaucoup de surdimensionnement. Donc il y a déjà aussi un travail auprès des loueurs, auprès des entreprises de construction et des donneurs d'ordre, de pouvoir avoir un juste dimensionnement des installations, donc qui va aussi favoriser l'adoption de matériel plus propre. Et puis, il faut que nos systèmes, on parlait de la puissance tout à l'heure, on les a conçus pour qu'ils puissent communiquer facilement entre eux, communiquer avec des systèmes existants, que ce soit du diesel, que ce soit des batteries. Donc nous, ce qu'on va faire, par exemple, sur des chantiers où on a des puissances plus importantes, on peut paralléliser plusieurs unités ensemble, ajouter un pack batterie qui va absorber les pics de puissance. Donc on va pouvoir être beaucoup plus flexible par rapport aux demandes qu'on a, que ce soit sur l'alimentation de base vie qui va être très stable ou de la recharge d'engins électriques avec des puissances en centaines de kilowatts. J'ai une question sur le transport. Comment est-ce que votre matériel arrive jusqu'au chantier? Parce que c'est aussi une partie de la question de la décarbonation. Oui. Alors l'enjeu, il n'est pas tellement sur le matériel en lui-même, il est sur le carburant, entre guillemets. Donc c'est comment on amène l'hydrogène sur les chantiers. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir le plus répandu, c'est ce qu'on appelle des racks. Ça fait la taille d'une palette avec des bouteilles d'hydrogène sous pression, sous forme de gaz. On a de plus en plus des systèmes avec des plus fortes pressions. Donc on est en train de passer de 200 bars à 350 bars. Et on commence à avoir des systèmes containerisés. Donc un container de 20 pieds. Donc c'est quelque chose qui est assez simple en logistique. Où là, on a suffisamment d'autonomie pour tenir 2 semaines sur un chantier. Donc on a moins ce problème de flux. Et ça va grandement faciliter les choses. Et c'est quelque chose qui est important au niveau du développement de l'hydrogène, c'est accélérer le développement de la logistique et de la distribution et d'aller faire des solutions de stockage de plus grande autonomie. On voit bien dans ce que vous expliquez qu'on est encore à une échelle expérimentale. Le déploiement de ces solutions, quelles qu'elles soient, il est en cours, il avance à quelle allure? Parce que j'ai l'impression qu'on est encore en train d'hésiter, de tâtonner. Alors,
Je pense qu'on tâtonne plus trop en termes de technologie. Il y a eu une innovation énorme et je veux saluer le travail des industriels. Pas de technologie, mais en revanche d'utilisation, Voilà. d'usage. Maintenant, je pense que le sujet est plus tellement dans l'offre. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a fait des pas de géants. Il y a des matériels qu'on a ici sur le salon qui n'existaient pas il y a même 6 mois. Donc je pense qu'il y a une offre qui est cohérente et qui permet de tenir une promesse d'un chantier bas carbone. On sait faire des chantiers, comme je disais tout à l'heure, à moins 60%. Avec moins de bruit, avec moins de particules pour les gens qui vivent autour. Donc il y a plein de choses très concrètes qui existent. La question, c'est comment on bascule. Ces chantiers coûtent un peu plus cher, parce qu'un groupe électrogène-hydrogène, un pack batterie, pour ravitailler, c'est des matériels en plus par rapport à une cuve gasoil. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même coût. Il y a des logistiques associées, donc ça ne vient pas à iso-coût. Et donc l'une des questions, c'est il faut que nos maîtres d'ouvrage, enfin les maîtres d'ouvrage de nos clients, nous on s'adresse à des majors ou des petits clients, que peu importe, puissent basculer vers cette mieux-disance environnementale. Et comme je disais, il n'y a pas 36 schémas, c'est-à-dire soit vous contraignez par la loi, vous faites des ZFE, on a vu ce que ça a donné en France, tout le monde était un peu vent debout contre, pas un peu, beaucoup de gens. Deuxième sujet, c'est vous dites que le pollueur va payer, ou alors effectivement vous mettez un système de carottes. Donc je pense qu'il y a un sujet d'accélération qui se réside aujourd'hui dans comment stimuler la demande et cette bascule vers une transition vers des chantiers plus respectueux de l'environnement. Donc la réponse, elle est en grande partie chez le donneur d'ordre. Oui, beaucoup. On voit au niveau de la machine, nos derniers calculs, on arrive à un TCO, un coût total d'exploitation équivalent au bout de 5 ans, à l'échelle de la machine. Donc, si je regarde l'achat, la maintenance et l'énergie, avec les systèmes de suramortissement, etc. Effectivement, il y a un surcoût à l'achat qui peut être compensé par des systèmes de location opérationnelle qu'on a mis en place. Par contre, je vous rejoins complètement à l'échelle du chantier ou de l'entreprise, de l'approvisionnement, il y a d'autres choses à mettre en place. Et si on n'oblige pas, vous parliez de la Hollande, c'est un petit peu ça. C'est une fois qu'on oblige, les gens se mettent en ordre de marche et on trouve des solutions. Je vous vois qui c'est, Thibault. On est obligé aujourd'hui d'en passer par là. Il faut que le donneur d'ordre finalement intervienne, soit un peu plus contraint si on veut que le mouvement s'enclenche vraiment. Oui, tout à fait. Il faut pouvoir créer de la valeur tout au long de la chaîne. Donc ça part de nous, puis le loueur, puis un major BTP et finalement le donneur d'ordre. Donc il faut réussir à ce que la valeur puisse être aussi absorbée tout au long de la chaîne. Il y a aussi l'enjeu effectivement du financement et de ce que les pouvoirs publics peuvent mettre en place. C'est intéressant de parler du TCO. Alors ça, c'est même plus un aspect psychologique qu'on a du mal à montrer aux clients parfois. Il va se retrouver face au mur de CAPEX de ses actifs. Et si on lui montre le TCO, effectivement, au bout de quelques années, on va retomber sur nos pieds. Mais voilà, il faut réussir à montrer la pertinence de ça. Il faut mettre des solutions de financement et de leasing en face. Donc c'est ce qu'on a fait chez EODEV, sachant que ce n'est pas toujours facile de faire financer avec des bons termes des dispositifs innovants comme cela. Et puis, dernier point qui va arriver, je pense qu'on parlera peut-être de la taxonomie européenne et de la CSRD, c'est que l'idée, c'est qu'à terme, on puisse avoir aussi des taux de financement qui soient différenciés entre des actifs fossiles et ayant un mauvais impact sur la planète et des solutions comme celle d'EODEV. Olivier Alors, juste un petit détail, les loueurs ne sont pas dans le suramortissement et en fait nous on est dans l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que nos clients ils ont des charges et ils payent à l'usage. Et donc en fait l'un des sujets, c'est je pense qu'il faut réfléchir si on veut vraiment faire pivoter les donneurs d'ordre sur les coûts, c'est-à-dire une collectivité elle a 100, elle n'a pas 102 dans son budget, et comment à un moment donné on amène ça très concrètement dans l'économie du chantier, dans cette logique de mieux-disance environnementale et pas de moins-disance économique. Parce qu'on est resté en fait sur des référentiels de l'ancien temps, pardon de le dire comme ça. C'est un peu ça la problématique aujourd'hui. Je faisais des routes. Je crois que les CCTP, quand j'écoute mes clients, les cahiers des clauses techniques n'ont pas beaucoup changé dans les appels d'offres. Ils commencent à dater un petit peu. Mais il y a des endroits où on bouge. Monaco, par exemple. Oui, alors en fait, oui, on voit des pays. Alors je parle de Monaco, mais c'est pas très loin. Vous voyez, on a quelques kilomètres à faire depuis Nice. Oui, il y a une valorisation de la mieux-disance, c'est-à-dire qu'il y a une correction sur les chantiers qui intègre effectivement la mieux-disance tant en termes de matériaux que de procédés constructifs, mais également des matériels qui sont utilisés sur le chantier. Donc il y a des solutions. Maintenant, effectivement, elles partent d'une volonté politique qui permet de soit définir un cadre qui contraint la fin du moteur diesel. Vous voyez, dans la voiture, c'est à peu près l'équivalent peut-être dont on aurait besoin, aussi dans notre filière, mais ça peut être aussi des mécanismes qui incitent ou qui corrigent, vous voyez, dans le cadre des process de décision. Oui, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on reste sur le critère du moins 10 ans, mais peut-être je rejoins complètement. mieux 10 ans pour l'environnement. C'est la valeur globale, même
pour l'environnement, mais même pour l'être humain. Quelque chose qu'on a beaucoup vu, c'est quand la mécanique se met en route, on voit les bénéfices, même pour des chauffeurs qui au début sont un petit peu réticents à passer à l'électrique, on voit la transformation en termes de fatigue le soir, de bruit, de nuisance, vraiment il y a un changement complet avec le matériel électrique. Pour les riverains, pour le bénéfice en termes de sécurité sur le chantier lié au silence. Et en fait, toute cette mécanique se met en route et on voit tous les autres coûts qui sont liés à un chantier, qui sont les troubles musculo-squelettiques, qui sont les nuisances, qui sont les arrêts de chantier, et si, évidemment, l'aspect environnemental, mais si on regarde effectivement d'un point de vue beaucoup plus vaste, les bénéfices sont indéniables. Thibaut, vous parliez effectivement de la taxonomie. Ça peut être un des arguments forts, forcément. Ça le sera parce que, alors on est sur du un petit peu plus long terme, mais les grandes entreprises commencent à être soumises à cette taxonomie. Et nous, on a l'enjeu avec nos machines de pouvoir émettre des crédits carbone. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait certifier les économies de CO2 permises par nos machines. Et ensuite, ça permettra derrière, ça nous permettra d'émettre des crédits carbone pour nos clients. Donc, ils pourront soit s'en servir pour améliorer leur bilan et venir en déduction de leurs émissions, soit les monétiser sur un marché qui est aujourd'hui volontaire, avec un prix de la tonne de carbone qui est certes pas très élevé pour l'instant, mais on met déjà ça en place aujourd'hui pour quand la tonne de carbone sera mieux valorisée, eh bien c'est un impact réel en termes financiers pour nos clients à l'utilisation des machines. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je reviens au sujet du donneur d'ordre. Le crédit carbone, ça peut être un moyen pour abaisser le prix de revient d'un matériel, mais le point, c'est on voit des collectivités, je ne vais pas donner de nom, mais qui valorisent le fait que la qualité de l'air dans une agglomération, c'est un sujet de santé publique, parce que, vous voyez, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux avec des maladies respiratoires. Donc on a ce type de débat avec des donneurs d'ordre. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est local aujourd'hui. Il y a besoin, je pense, de passer à l'échelle. Et passer de l'expérimentation, de la vitrine, du fait effectivement qu'on a des collectivités qui sont leaders, on les connaît, qui font ce type de chantier, qui les promeuvent à quelque chose qui devient un peu une norme, une règle, et avec des mécanismes vertueux qui vont valoriser ces chantiers et la mieux-disance environnementale. Voilà. La lueur d'espoir, elle vient aussi des pays dont vous parliez tout à l'heure. Hein. On parlait de Monaco, on pourrait prendre Oslo aussi, qui fait beaucoup de choses. On pourrait citer d'autres pays, d'autres villes, d'autres gouvernements qui s'engagent et qui prennent des décisions fortes. On voit très clairement, donc on est un fabricant français, mais une grosse part de la production encore là, c'est clairement les pays que vous avez cités. C'est la Hollande, c'est la Norvège, c'est le pays où effectivement, le gouvernement est un petit peu plus incitatif ou ne laisse pas le choix. Et après, on voit que ça fonctionne en fait. Ça se met en route et le bénéfice est là pour tout le monde. Et il manque encore un tout petit peu ce petit coup de... Ne serait-ce que des appels d'offres incitatifs ou d'avoir des bonifications pour des chantiers zéro émission. C'est encore... Aujourd'hui, ce que vous disiez, les solutions existent. On n'est pas à l'échelle, on n'est pas au temps où chacun a un prototype et puis des solutions concrètes existent dans tous les tonnages. Oui, il y a des TCO à trouver, mais parfois, à l'échelle d'un chantier, ça reste, je dirais pas epsilonesque, mais quand on regarde tout l'aspect environnemental, humain, sociétal, nuisance, au final, c'est presque epsilonesque. Donc, je voudrais qu'on dise un mot, il nous reste 2 petites minutes, sur la question des réseaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quel est le travail qui est mis en place avec les fournisseurs sur l'électrique, par exemple? Comment est-ce qu'on va travailler avec eux? Parce que c'est aussi une part de la question. Alors là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait Enedis ou RTE autour de la table. Voilà, malheureusement. Alors malheureusement, ils ne sont pas là. Mais je pense qu'il y a un vrai travail, alors qui est d'ailleurs une aubaine pour nos clients, parce qu'il y a un travail de mise à niveau de notre infrastructure qui est colossal, énergétique. Ce travail est en cours, il va prendre du temps. Je pense qu'il y a un principe de réalité qui est tant sur le terme de production que de l'infrastructure, il y a un travail de titan. C'est une bonne nouvelle, mais néanmoins, à un moment donné, ça risque effectivement de limiter nos ardeurs.
je ne veux pas parler à la place de ces acteurs, mais en tout cas, on risque effectivement d'atteindre un moment donné où ça va asymptotiser, c'est-à-dire que notre capacité à prendre sur le réseau va être un peu limitée. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de matériel intelligent qui vont être capables aussi de moduler en fonction des pics sur le réseau, des heures pleines, des heures creuses. Donc on a ces intelligences qui sont embarquées. Après, effectivement, on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais il pourrait arriver dans les 2 ans, 2-3 ans qui viennent. La question du dimensionnement. En fait, nous, évidemment, se pose aussi. on a clairement fait le pari de dire si on attend que tout soit prêt pour commencer à développer un engin électrique, on risque de tous s'attendre. Parce qu'effectivement, c'est une équation où il y a le donneur d'ordre, il y a les clients, il y a le constructeur de réseau. Donc on peut tous se regarder encore pendant 20 ans, mais il sera trop tard. Donc nous, on a pris le pari de dire il y a quand même 115 nouveaux points de recharge par jour qui sortent en France. Par jour, on est à plus de 120 000 points de recharge. On vise, je crois, plus de 400 000 points de recharge en 2030. Donc il y a quand même des choses qui se développent extrêmement rapidement. Donc nous, on s'appuie là-dessus et il faut que ça s'accentue. Il faut que ça s'accentue, que ça s'intensifie. Il y a des solutions alternatives qui sont clairement une solution de recharge rapide. Donc toute cette équation-là, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est cette addition de solutions qui va effectivement permettre le développement de ces chantiers plus verts et plus vertueux. Merci à tous les 3 d'être venus avec nous. Je vous propose de rester avec nous parce qu'on va rejoindre notre reporter sur un simulateur pour les conducteurs sur les chantiers. Je suis sûre que ça vous intéresse. On retrouve tout de suite Solène Boulan. On n'est pas très loin de vous, on est seulement à quelques mètres sur le Tenstar Simulation. Bonjour Alexis, merci d'être avec nous. Vous êtes donc responsable commercial chez Tenstar Simulation. Présentez-nous très rapidement cette entreprise. Alors Tenstar Simulation, on est suédois, créé en 2009 par Freddy Lund. Et donc on rayonne sur le monde entier et notre but c'est vraiment de promouvoir la conduite de différents types d'engins avec la sécurité, économie et tout en réduisant le CO2. Justement, ce type de machine sur lequel on est, ce simulateur, à qui est-ce qu'il est destiné ? Il est destiné à plusieurs établissements, l'établissement public de formation TP, à des établissements agricoles, à des grands groupes de construction type Vinci, Bouygues, Lafarge, pour justement monter en compétence différents opérateurs. Alors on va pas se mentir, moi mes compétences sont proches de 0 sur les chantiers. On va pouvoir tester ça ensemble. Sur quelle machine est-ce qu'on est installé là ? Alors là on est sur une pelle à chenilles de 20 tonnes à peu près. Et là le but c'est de justement apprendre la coordination regard-mouvement avec bras droit et bras gauche. Et là on va pouvoir creuser et ensuite mettre la terre dans un tombereau qui va venir nous voir. Est-ce qu'on peut regarder comment ça se présente ? Donc là, le joystick de droite qui permet de... On ferme le godet. Le godet, donc c'est ce qu'il y a ici. Tout à fait. Il y a différentes tailles de godets, types de godets, avec dents, sans dents. Mais là, c'est un godet classique de 2 tonnes à peu près. Donc on ouvre, on ferme le godet. Ensuite, on va pouvoir activer le balancier. Et ici, si je comprends bien, c'est la chenille. Tout à fait. Alors ça, c'est la cabine qui va pouvoir aller à gauche et à droite. Et la chenille, ça va être les pédales qui vont activer les chenilles pour pouvoir se déplacer. Est-ce qu'on essaye ? On essaye. Allez, je dois remplir un camion, c'est ça ? Tout à fait. Il y a un camion, un tombereau qui va venir de 18 tonnes à peu près. Et donc là, votre rôle, c'est de prendre un peu de terre sous vos pieds et de remplir le camion qui va venir. Ok, bon, j'essaye. Je vous promets rien. Allons-y. Alors là, j'ai rien pris. Je vais réessayer.